Merci beaucoup Jonathan pour ce propos introductif et merci à tous d'être venus aussitôt parce qu'on commence dans le dur, on commence par la réglementation. Donc j'espère que vous êtes tous bien réveillés. Vous le savez, MiCA vient d'arriver, le règlement MiCA est là, et ce qui signifie aussi une harmonisation des règles en matière de régulation crypto entre les États membres. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécifique parce que toutes les entreprises détenteurs d'un agrément PSAN dans un pays pourront passeporter leur licence pour qu'elles permettent d'exercer dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Donc ça pose un certain nombre de questions, il y a beaucoup de positifs, il y a aussi un peu de négatifs, et c'est ce sujet qu'on va aborder lors de cette table ronde. Messieurs, je vous propose que vous vous présentiez pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour, Pierre Gérard, je suis le fondateur et directeur de ScoreChain. ScoreChain est une solution d'analyse de transactions crypto, KYT, Know Your Transaction. Donc on est basé en Europe, à Luxembourg. On est d'ailleurs un des rares prestataires européens dans ce domaine. Et aujourd'hui, on a 150 sociétés qui utilisent nos services, dont 25 PSAN en France, et qui vont être confrontées donc à la réglementation MiCA. Bonjour à tous, William O'Rourke, je suis avocat, cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Orwell et qui est un cabinet d'avocats qui a la particularité d'être spécialisé depuis un peu plus de 6 ans maintenant dans l'accompagnement des projets crypto et des particuliers aussi qui ont des sujets en crypto, notamment fiscal et en contentieux. Et je m'occupe en particulier de tous les sujets réglementaires, donc notamment l'accompagnement des PSAN, donc de tous les acteurs qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers. Bonjour, je suis Franck Manoukian, Chief of Staff chez RegSharp. RegSharp, nous sommes un cabinet de conseil en conformité réglementaire et nous accompagnons les acteurs de l'écosystème dans l'obtention de leurs licences, de leurs agréments, selon que l'on s'adresse nationalement ou internationalement, pour l'ensemble des activités de cryptoactivités, mais également au-delà dans le paiement, la monnaie électronique. Nous avons également toute une practice liée à évidemment une verticale qui vient impacter l'ensemble des fintechs du marché, et évidemment les cryptoactifs et les cryptoactifs service providers en sont un très bon exemple, sont impactés par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc nous accompagnons également les acteurs sur la mise en place de ce dispositif pour faire face aux exigences prudentielles et réglementaires dans ce cadre. Parfait. Bonjour à tous. Julien Gatpé de BPI France, investissement. Je suppose que tout le monde connaît BPI France, mais souvent la partie financement qui offre donc des produits non dilutifs. Donc je travaille dans BPI France investissement, où là c'est vraiment des produits dilutifs. On rentre dans le capital, soit des sociétés pour l'investissement direct, ou soit en indirect, en investissement en fonds de fonds. C'est particulièrement où je travaille. Et je suis particulièrement en lead sur la stratégie Web3, crypto, blockchain, fonds de fonds, qui a été initié maintenant 3 ans sur un montant de 100 millions d'euros. Et tout notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait un écosystème riche de VC français qui naissent autour de cette verticale, et également qu'on assure une compétitivité internationale. Et en l'occurrence, le passporting est totalement un enjeu, et je suis très content de participer à ce panel. Merci messieurs. Et moi, je m'appelle Grégory Raymond, je suis cofondateur du média The Big Whale, et on traite avec attention les sujets réglementaires. Certains d'entre vous, voilà, je parle assez souvent avec vous au cours de l'année. Donc je suis très très content d'animer cette table ronde sur un sujet qui est assez nouveau. On parle beaucoup de PSAN depuis quand même quelques années dans l'écosystème crypto. Mais là, il me semble que c'est la première fois que j'interviens sur une table ronde où on va parler de passeport européen MiCA. J'en ai un petit peu parlé en introduction, mais je pense que ça serait bien de redéfinir le cadre, de définir un peu ce que c'est le passporting. William, peut-être, si tu veux commencer. Avec plaisir. C'est vrai que c'est un sujet assez pointu, mais qui en fait est très intéressant, et en plus, je trouve un effet un effet très visible pour les utilisateurs notamment. En fait, le passporting, donc le passeport européen, c'est un terme qui désigne le fait que dans le marché unique européen, notamment donc en matière financière, l'autorisation d'exercer délivrée par un régulateur national, l'AMF en France, la BaFin en Allemagne ou n'importe quel régulateur dans un État membre,
vous donne l'autorisation de fournir vos services dans tous les autres États membres. Donc c'est en fait, ce terme, il recouvre quelque chose qui est très demandé par les acteurs et qui est très caractéristique du droit européen, c'est le fait de pouvoir exercer dans toute l'Union européenne, à partir par exemple de la France ou de n'importe quel autre pays. Est-ce qu'on peut évoquer les aspects positifs de cette pratique, de cette procédure? Franck, peut-être? Oui, alors effectivement, les aspects positifs sont ceux qui apparaissent immédiatement. C'est d'avoir un reach, évidemment, sur une customer base, donc de l'ensemble de l'espace de l'Union européenne, bien entendu. Et donc, grâce au mécanisme de passporting que décrivait très bien William précédemment, il est clair que dès l'instant où on est conforme nationalement, on a la possibilité, grâce au traité de l'Union, d'avoir une libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans une autre juridiction. Et ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg, effectivement. Et je pense qu'on va parler d'un certain nombre d'écueils ici. D'abord parce que le règlement MiCA est un règlement qui va entrer en vigueur. Alors, je mets à part la partie déjà entrée en vigueur des stablecoins, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on sait qu'on va accueillir un certain nombre d'acteurs qui sont déjà présents, ou au contraire d'autres qui vont rechercher MiCA avec l'option de passporting, et on va voir dans un certain nombre de procédures qu'il risque d'y avoir des frictions entre les juridictions. On rappelle dans le calendrier que pour les plateformes, en tout cas pour les PSAN, MiCA, l'entrée en vigueur, c'est le 30 décembre, hein, c'est bien ça? Exactement. Et peut-être pour apporter aussi peut-être un petit retour opérationnel qu'on partage, hein, évidemment, c'est que pour bien comprendre ce que ça change pour une société crypto, c'est qu'aujourd'hui vous êtes une société crypto par exemple française, vous allez devoir faire une démarche donc, réglementaire en France, demander un enregistrement ou une licence. Donc c'est des procédures, c'est des coûts, c'est très spécifique aux régulateurs français. Vous devez par exemple vous reposer sur les textes de droit nationaux français, etc. Donc vous le faites, ça prend, on est sur des durées, ça prend 8 mois, 9 mois, 12 mois, enfin c'est quelque chose d'assez lourd. Vous voulez lancer votre service en Italie, vous recommencez. Vous voulez lancer votre service en Espagne, vous recommencez. Évidemment, à chaque fois, vous travaillez avec des prestataires différents. Enfin, sauf ScoreChain, parce que vous avez un service qui évidemment est plus... mais par exemple, les cabinets d'avocats, moi j'ai des clients, ils travaillent avec 5, 6, 7 cabinets d'avocats en Europe. Inutile de préciser que la communication est très compliquée. Enfin, voilà. Donc ça crée une friction et des difficultés pour les acteurs qui sont extrêmement importantes, quoi. Enfin, je parlais évidemment de l'absence de passeport. Les critères pour qu'une entreprise crypto ait le passeport européen, si on pouvait définir ça. Alors, a priori, il faut qu'elles soient déjà aujourd'hui dans le nouveau règlement MiCA, hein, parce que je pense que tant qu'elles sont dans le PSAN historique, on va dire, elles ne peuvent pas prétendre au passeport. Elles ont, alors malgré tout, je crois qu'une société qui est PSAN peut, jusqu'au 30 juin 2026, pour continuer d'opérer en France. J'ai bien fait mes devoirs. Et par contre, voilà, donc si on veut maintenant, si une société française veut passeporter sa licence en Europe à partir en 2025, elle doit avoir donc, et je crois que l'AMF reçoit depuis le 1er juillet les dossiers maintenant pour pouvoir prétendre au PSCA, ça, voilà, des acronymes à chaque règlement. Donc voilà, donc c'était le calendrier dont on parlait et la question, pardon, du coup. La question, c'était les critères. Quels sont les critères que doit remplir une entreprise crypto pour pouvoir avoir le droit de passeporter partout en Europe? Voilà, donc, en fait, au moment de l'application donc à cette nouvelle demande, il faut savoir que l'AMF a ouvert les dossiers d'application depuis le 10 août. C'est le cas aussi de la plupart des autorités de supervision des juridictions de l'UE. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, vous pouvez commencer à constituer votre dossier pour aller chercher une licence MiCA. Alors, quelle est effectivement la procédure exacte pour pouvoir passeporter? Il s'agit de préciser, de notifier dès l'instant où vous appliquez. Alors, on pourra parler de stratégie d'ailleurs, parce que c'est intéressant de mentionner le fait que est-il intéressant, et il est toujours intéressant de se poser la question de l'arbitrage, de demander le passporting immédiatement ou au contraire d'attendre, d'obtenir la licence pour demander ensuite une extension sous la forme d'un passporting en réalité. Donc
En revanche, ça veut dire que votre autorité nationale, vous devez l'informer au moment de la constitution de ce dossier que vous souhaitez passeporter, donc par définition, soit en liberté d'établissement, soit en libre prestation de services, auprès d'autres juridictions, auprès d'autres États de l'Union. Et vous devez le faire autant de fois, enfin le signifier autant de fois que vous souhaitez passeporter votre activité. Donc en fait, c'est notre propre régulateur national qui va décider, oui ou non, si on a le droit d'aller opérer dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est bien ça? Alors, il va être votre interlocuteur, parce que ça, encore une fois, le but est quand même d'arriver à une forme de simplification. Vous êtes français, votre interlocuteur, c'est l'AMF. Donc, ça se passe comme ça. Et après, en fait, l'AMF va, elle, répercuter votre demande. Vous allez sélectionner un certain nombre de pays, et l'AMF va notifier on va dire, ses correspondants locaux, c'est-à-dire les autorités de régulation locales, pour dire, voilà, on a tel acteur qui demande l'autorisation, et cette autorisation, je veux dire, l'AMF ne peut pas filtrer. Il ne peut pas vous dire, en fait, on vous interdit d'aller en Pologne, par exemple. C'est après, éventuellement, on peut avoir des sujets localement qui doivent également être justifiés conformes au droit européen. Donc c'est quand même une procédure qui est relativement automatique pour la plupart des acteurs, sauf évidemment difficultés et cas exceptionnels. Et l'ESMA, qui est donc l'AMF à l'échelon européen, est-ce qu'elle a son mot à dire quelque part? Alors, c'est effectivement, il y a des sujets d'interprétation. Si l'on remonte historiquement sur d'autres sujets de directives ou de règlements, typiquement nous avons travaillé, le cabinet Rexsharp, sur l'accompagnement lors de la mise en place de la deuxième d'abord directive des services de paiement, et nous avons observé des différences d'interprétation entre ce que nous appelons les National Competent Authority, donc l'équivalent de l'AMF dans chacun des pays où vous souhaitez passeporter. Donc il y a quand même de véritables sujets d'interprétation. Il y en a un sur MiCA qui est d'ores et déjà identifié, que l'on connaît, et qui pour l'instant est en discussion dans des instances dites supranationales de supervision, les fameuses ESA, European Supervision Authority, qui sont typiquement la qualification du cryptoactif qui pourrait tomber en fait ou être interprété comme un crypto dans une juridiction et un instrument financier par ailleurs. Et peut-être rappeler que, alors évidemment, on a très peu de recul sur ce qui se passe avec MiCA, et MiCA va peut-être être l'occasion d'une évolution. Moi, j'anticipe une évolution qui soit mineure, hein, ça ne va pas être une révolution, mais il faut bien comprendre que les autorités européennes n'ont pas vocation à gérer les acteurs. C'est plus, il faut les voir comme des organes qui coordonnent les acteurs nationaux. Mais je veux dire, l'AMF et la CPR en France, donc Autorité des marchés financiers et Autorité, on va dire, bancaire, et leurs homologues à l'étranger sont quand même assez jaloux de leurs prérogatives, ne veulent pas perdre la main sur la supervision des acteurs locaux, nationaux. Les acteurs nationaux veulent évidemment garder leurs interlocuteurs qui soient de la même nationalité qu'eux, etc. Et l'ESMA, il faut le voir comme c'est un point important, parce qu'il y a des divergences d'interprétation. On peut aussi, par exemple, je pense que c'est un peu le sujet, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que l'Union européenne, c'est une très belle construction juridique. Après, on peut se poser des questions sur est-ce que la supervision est la même dans des États comme la France, l'Allemagne, la Hollande, ou certains petits États typiquement Europe de l'Est, Chypre ou Malte. Et là-dessus, il y a des gros débats, parce qu'évidemment, les autorités, on va dire, plus exigeantes, ou qui ont en tout cas une culture, une réputation plus exigeante, ont très peur d'une forme de dumping réglementaire. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est arrivé, hein, faut être lucide, hein, il y a beaucoup d'acteurs qui sont allés à Chypre ou dans les Pays-Bas, parce que c'était concrètement plus facile, plus souple, et ça crée des choses qui sont, on va dire, injustes au niveau européen, quoi. Bah, ça me fait une transition parfaite avec ma prochaine question, parce que j'ai envie d'évoquer un cas pratique. Mettons une entreprise crypto qui est régulée par exemple à Chypre, elle veut passeporter pour opérer en France. Est-ce que ça élimine complètement la nécessité de se conformer à la réglementation nationale française? Alors, aujourd'hui, non, hein, bien entendu. Aujourd'hui, non, ça on l'a compris. En revanche, demain, ce que nous observons, c'est qu'il y a des points sur lesquels l'autorité dite host, donc qui va recueillir l'information de la part de son homologue natif de la demande de licence, va pouvoir demander un certain nombre de points d'information générale complémentaires sur des sujets que nous connaissons déjà et qui sont effectivement les points,
on va dire, faible ou de gap entre les niveaux d'exigence des régulateurs nationaux. Il y a évidemment au premier rang la LCBFT, mais pas que. Il y a aussi des véritables sujets prudentiels, tels que, bien entendu, les fonds propres, ou encore des sujets de communication et d'accord sur, et là je reviens sur la question de la qualification des services. C'est-à-dire que nous avons même observé, et c'est vraiment, encore une fois, je rappelle ce que nous avons pu observer, nous, dans le paiement, des qualifications de services de paiement différentes entre les compétences nationales de supervision. Donc, potentiellement, des véritables points de friction. Je veux te rajouter que c'est vrai qu'historiquement, nous on a eu dans des pays des clients qui nous ont demandé d'être moins précis en fait, dans la recherche, dans la remontée de la blockchain. Pas précis, mais je veux dire plutôt moins profond. Ouais. Dans une transaction Bitcoin, on peut remonter des hops. Donc, ils voulaient à une limite, parce que le régulateur leur demandait que de faire 3 ou 4 hops pour vérifier l'origine des fonds. Alors que dans d'autres pays, bien entendu, on dit qu'il faut remonter le plus loin possible. Bien entendu, il y a ce genre de choses même très, très bassement techniques qui peut déjà être harmonisé ou qui peut être identifié comme un gap. Pierre, je ne vais pas vous demander de quelle entreprise il s'agit, mais dans quel pays, en fait, on est un peu moins rigoureux? Alors, c'est dans des pays, voilà, on a les a cités rapidement, franchement, j'ai plus en tête le pays, mais des pays de l'Est, voilà, qui étaient, où bien entendu, voilà. Alors, c'était historique, bien entendu, les choses ont pu changer, mais je pense qu'il y a également un héritage, bien entendu, aujourd'hui, qui va falloir gérer. Oui, pardon, excuse-moi, Julien, tu veux parler? Oui, tout à fait. Justement, sur ce point, je pense que c'est un point sur lequel on est assez confronté lorsqu'on discute avec notamment des fonds, notamment US, qui ont une attention particulière sur ce dumping réglementaire. On avait initialement un avantage comparatif avec MiCA, avec cette clarté réglementaire sur l'ensemble de l'Europe, mais structurellement, on a un maillage réglementaire européen qui est bien plus fin que celui qui est par exemple aux États-Unis ou dans d'autres zones dans le monde. Et finalement, avec ce passporting, on retourne à ce maillage réglementaire qui pourrait devenir une contrainte. Et tout l'enjeu, c'est justement pour les sous-jacents de nos fonds, enfin pour les startups, de faire en sorte de rassurer leurs investisseurs pour leur confirmer qu'ils seront en mesure d'avoir cette profondeur de marché européenne sans en pâtir de ce dumping réglementaire qui manifestement a lieu et aura lieu avec ce passporting. Je reprends l'idée de mon cas pratique, mais est-ce que la France, elle pourra mettre son veto si il y a une entreprise qui ne lui convient pas, qui veut opérer sur notre sol? Non, Franck l'a dit. En fait, la tension, c'est que si vous laissez un État au sein de l'Union européenne mettre un veto, les autres États le feront pour tout et n'importe quoi, à tort ou à raison. En fait, vous n'avez plus de marché commun. Genre, le but du règlement MiCA et le but de l'Union européenne sur ces sujets-là, c'est qu'on ait un marché commun. La difficulté, c'est que c'est une copropriété, quoi, ou c'est une colocation, quoi. Donc en fait, mais c'est un sujet sur lequel l'ESMA... Enfin, aujourd'hui, il faut comprendre que la procédure, c'est que si l'AMF, par exemple, considère que certains États, certaines autorités réglementaires font du dumping réglementaire, c'est-à-dire ont des exigences qui sont plus faibles, qui ne sont pas du même niveau et que ça crée du coup une sorte d'attractivité ou au contraire ça pénalise les acteurs français, il faudrait aller devant l'ESMA, demander à l'ESMA de contrôler le régulateur national. Tout ça est assez compliqué. Surtout, encore une fois, l'ESMA, ce n'est pas non plus un organe supranational extrêmement puissant. On est dans l'Union européenne, donc il y a des liens qui sont... Il y a un peu de flexibilité, quoi. En revanche, ce qui va être fait, c'est cette demande d'information, ça permettra quand même de créer un contact de régulateur à régulateur qui sera non contraignant, mais qui permettra, si vous me passez l'expression, de mettre un petit peu la pression pour éviter ce qu'on a connu. C'est-à-dire que vraiment sur les produits d'investissement à Chypre, hein, désolé, je donne les noms, sur les services de paiement dans les pays baltes et sur les PSAN nationaux dans les pays baltes à une époque, ça a été enfin moi je disais que c'était les procédures Google Form, quoi. Vous pouviez avoir un PSAN en 3 semaines c'était devenu un peu grotesque, quoi, très sincèrement. Et vous n'êtes pas sans savoir que Binance a quitté les Pays-Bas il y a une grosse année, faute de licence obtenue là-bas. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir par la fenêtre aux Pays-Bas à la faveur d'une licence obtenue dans un autre pays, par exemple la France? Alors, non.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, bien entendu, encore une fois, s'ils ont à ce moment-là jugé, arbitré sur le fait qu'il valait mieux sortir pour pouvoir effectivement, comme on dit aujourd'hui, définir une stratégie réglementaire, probablement qu'ils sont en train d'y réfléchir et probablement que, évidemment, ils vont rentrer par un État, alors qu'ils jugeront plus friendly dans certains aspects. On sait très bien aujourd'hui que sur des aspects de fiscalité, par exemple, certains États tels que le Luxembourg ou encore l'Irlande peuvent avoir un certain nombre de dispositifs qui facilitent une entrée. Mais ensuite, pour le passporting, il y aura véritablement un étalonnage réel des exigences. Donc, il faut le voir comme plutôt une tactique, je pense, de leur part sur la réflexion sur cette stratégie réglementaire. Sur quel terme, sur quel point d'entrée, effectivement. Mais je ne vois pas Binance ne pas intervenir sur l'ensemble des États de l'Union. Ça semble assez logique. Et on peut aussi rappeler que pour pouvoir passeporter, il faut avoir l'équivalent de l'agrément PSAN. On ne peut pas passeporter un enregistrement. Bien sûr. Non, faut atteindre un niveau et obtenir l'agrément PSAN ou l'agrément MICA, notamment dans un État comme la France, enfin même dans tous les États européens en principe, ce sera quand même être en mesure de démontrer un niveau de conformité qui est élevé. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un acteur qui se serait fait rejeter d'un marché il y a quelque temps, ça peut être la Hollande, ça peut être d'autres pays, le retour par la fenêtre, comme tu dis, c'est-à-dire via MICA, va entraîner, je pense, une série de questions et quelques débats au sein de l'ESMA. Mais c'est la procédure qu'on vous décrit depuis tout à l'heure, donc ça sera un bon moyen de voir si ça fonctionne, quoi. Et jusqu'à présent, la France a fait figure de pays relativement attractif dans l'Union européenne grâce à son cadre réglementaire crypto, en tout cas qui était assez clair, et on a beaucoup félicité la France pour ce cadre-là. Et donc c'était, comme je vous disais, c'était un moyen d'attirer les entreprises. Aujourd'hui, tout va changer. Comment la France va pouvoir continuer à attirer des entreprises? Elle ne pourra plus vraiment se baser sur son cadre réglementaire novateur. D'une part, pour aller dans ton sens, j'aime bien utiliser une data qui est autant positive finalement que négative. C'est la proportion des fonds US dans les premiers tours en crypto. Donc dans les tours en seed, les fonds US représentent environ 22%. Donc dans un tour lambda en seed, ils représentent environ 22%. Dans un tour seed en dehors de la crypto, c'est en moyenne 8%. Donc ils sont quasiment 3 fois plus élevés. Et ça vient notamment du fait qu'on a un cadre réglementaire qui est clair et ils arrivaient à se projeter dans l'avenir. Pour l'instant, c'est toujours le cas. En tout cas, des 20-30 dernières rencontres de fonds d'investissement étrangers qui ont le désir d'investir en France sur ces 6 derniers mois, ils nous ont encore manifesté le fait qu'il y avait cette clarté réglementaire qui les attire et qui est un argument pour le territoire. Il me semble que j'ai raté ta question. Non, mais je me demandais en fait si cette clarté n'allait pas... tout le monde va devenir beaucoup plus clair en fait maintenant. Donc en fait, la France ne pourra plus dire venez chez nous parce que nous, on a un cadre super bien fait. En fait, tout le monde va avoir un cadre super bien fait, mais certains pays... membres qu'on peut évoquer comme concurrents pourront attirer les entreprises avec peut-être une fiscalité plus adaptée et tout. Et nous, la clarté de notre cadre pourrait ne plus être une priorité. En effet, il y a la deuxième partie j'ai repris la deuxième partie de ma réponse. C'est sur le fait qu'on a été un peu des first movers sur cet aspect réglementaire, mais tout cet avantage ne repose pas uniquement sur l'aspect réglementaire. La qualité des ingénieurs, la qualité du cadre politique, et en l'occurrence BPI France, et la volonté d'avoir ce plan à horizon 3-5 ans sur cette verticale, c'est unique. Quand nos homologues en Europe, il y a la KfW ou bien la CDP et CDP Ventures en Italie, ils n'ont aucune stratégie, en tout cas claire, à l'échelle étatique sur cette verticale. Et je pense que ces deux aspects vraiment... ces deux avantages comparatifs qui, à l'échelle nationale, se valent, indépendamment du fait qu'effectivement, d'ici quelques années, tout sera harmonisé d'un point de vue réglementaire. Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose? Le cadre politique, là, dans 12 mois, il va être quand même très compliqué. Maintenant, on voit qu'il y a un alignement. C'est vrai que
MiCA, ça va être pour tout le monde. Et moi, on a fait un peu des sondages de nos clients. Tous les clients disent que les frais et la charge de travail et les frais liés à l'enregistrement MiCA vont amener une surcharge, notamment en termes de... L'agrément MiCA. L'agrément MiCA, pardon, oui, l'agrément MiCA. Potentiellement dans tous les pays, nos clients sont dans tous les pays d'Europe. Mais en plus, si on considère en France qu'il y a MiCA va entraîner des compliance officers, dès le départ, je veux dire, des charges également en termes de responsable sécurité, quand on voit le coût du travail en France. Donc on peut se dire, voilà, là, la France peut peut-être perdre un petit peu un avantage. Alors, l'avantage qu'on a, alors j'ai eu une petite idée en préparant cette table ronde, mais l'avantage qu'on a notamment aujourd'hui avec les startups en France, c'est que les statuts JEI, les statuts crédit impôt recherche, qui ont favorisé donc, la technologie, on se demande presque qu'il ne faut pas faire un crédit impôt réglementaire. Parce que quand une start-up doit lancer un... Moi, je suis pour. Non, mais exactement, là, ça fait du sens. C'est-à-dire qu'on a un burden réglementaire qui fait qu'on doit surcharger le juridique au premier jour d'exploitation. On se dit, pourquoi pas l'Europe a mis en place MiCA, parce que c'est des choses, bien entendu, qui sont... La France n'a pas décidé tout seul d'avoir ce genre de crédit. Toutes ces aides à l'innovation sont sur une base européenne. Peut-être que l'Europe, en contrepartie de ce MiCA qui... Aujourd'hui, quand même plus facile à implémenter pour les gros acteurs qui, en plus, n'ont pas forcément tout le trajet réglementaire à effectuer, vu qu'ils peuvent s'appuyer sur leurs procédures existantes. La surcharge réglementaire appliquée sur les startups pourrait peut-être être compensée par justement ce type d'aide. Tu veux pas devenir Premier ministre, Pierre? Moi, je vote pour toi. Voter, il suffit d'aller à la radio maintenant, pas de Premier ministre. C'est ça. Mais oui, mais ça, c'est un point qui est intéressant parce que moi, je le trouve... relativement, enfin il a été abordé, mais il est relativement peu abordé, notamment du point de vue français, c'est qu'on va vraiment passer sur l'aspect réglementaire pur, d'une concurrence sur les textes à une concurrence sur la qualité du régulateur. D'où le fait qu'il y a eu certaines personnes, notamment dans cette salle, je crois, qui se sont mobilisées pour une des demandes d'associations comme l'ADAN et de certaines personnes du secteur crypto, c'était que l'AMF renforce ses moyens, parce qu'il y a eu quand même des difficultés, certaines difficultés dans l'accompagnement des acteurs pour obtenir leurs enregistrements PSAN dans les années précédentes. Et ça, c'est un point très important. Parce que surtout qu'en France, très sincèrement, je pense que ce n'est pas notre point fort, l'accompagnement administratif. Il y a des régulateurs qui, en tout cas d'apparence, ont l'air plus business friendly, si on peut dire, et plus agiles, plus dans la communication aussi avec les acteurs. Même si l'AMF est très présente en crypto et elle fait un travail qui est remarquable. Mais ça, c'est un point qui est vraiment crucial. Et le dernier point, je le dis vraiment dans toute connaissance de cause, c'est qu'il ne faut pas non plus... C'est marrant d'ailleurs, la crypto, c'est un secteur qui quand même était censé être un peu anarchiste, mais qui, j'ai l'impression, valorise énormément le réglementaire. On parle de l'attractivité... parfois, on entend dans la crypto qu'un bon cadre réglementaire, ça va faire pousser des startups. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas, et je pense que Julien, tu confirmeras, c'est qu'il y a le financement qui est très important. L'avantage français, ce n'est pas que 4 articles dans le Code monétaire et financier, c'est aussi toute une industrie et toute une filière qui s'est créée. Et ça, c'est c'est un héritage dont on va bénéficier sous MiCA. C'est qu'aujourd'hui, vous arrivez en Europe, très sincèrement, je veux dire, d'accord, vous aurez le même texte, je ne sais pas, à Cracovie, à Paris, mais vous allez quand même à Paris parce qu'il y a 100 boîtes, il y a des banques, il y a des OAT, il y a des investisseurs, il y a des journalistes, il y a des avocats, etc. Et ça, c'est un point important qui va rester, heureusement. Mais comme tu le soulignais, il y a des problèmes à l'AMF en termes d'effectifs, ce genre de choses. Bon, on connaît le sujet, mais est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'une entreprise qui aujourd'hui estime que ça ne va pas assez vite avec l'AMF, qu'elle parte à l'étranger pour s'installer, passeporter et revenir en France comme ça, c'est vraiment réaliste? Franchement, non. Enfin, je pourrais l'avoir vu, et l'avoir vu à une époque où c'était plus simple, parce que, je veux dire, encore une fois, les enregistrements Google Forms dans certains autres pays européens, c'était vraiment... Mais ces acteurs-là, ce qui est amusant, c'est qu'ils reviennent. Parce qu'en fait, c'est hors sol, et encore une fois, c'est un défaut de surestimer et survaloriser l'aspect réglementaire. Avoir un régulateur, entre guillemets, plus cool, et des textes qui sont appliqués avec plus de flexibilité, c'est pas ça qui va vous permettre de développer votre société. Ça va pas faciliter vos embauches, ça va pas faciliter la négociation de vos honoraires avec vos avocats, etc., etc. Et je veux dire, on a vu beaucoup de mouvements vers la Suisse à une époque, vers l'Est de l'Europe ou certaines autres juridictions. Et moi, j'ai été surpris, enfin, j'ai constaté que ça s'est souvent pas très bien passé. Alors qu'en fait, si vous êtes français,
c'est quand même plus simple de le faire en France. Enfin, globalement, après, il y a peut-être des cas limites, etc. Et à l'inverse, si vous êtes balte, faites-le aux Pays-Bas. Ouais, tu as bien un bon point, une petite remarque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est l'Union européenne, mais il y a la Suisse, il y a l'Angleterre, le UK pas loin. Donc, je n'ai pas la réponse, mais il y a peut-être des questions qu'on peut se poser. Voilà. On peut se dire, attendez, l'Europe, ok, on est dans combien de pays? 28 pays 27 pays, pardon. 27 pays, voilà. Donc, c'est un peu là, ça va être pareil dans chaque pays. Maintenant, il y a d'autres opportunités hors Europe, très proches. C'est juste des questions qu'un entrepreneur peut se poser, on va dire. Sans oublier, pardon, Grégory, pour compléter ce que disait William, que en termes d'application auprès d'un régulateur pour obtenir une licence, la juridiction que vous choisissez, il faut le justifier économiquement. C'est-à-dire qu'en réalité, ça doit être votre homme. Il faut y être. Il faut y être. Donc, rentrer par la Lituanie pour atteindre le marché français, en dehors des questions réputationnelles, parce que parlons aussi, comme le disait William, de la France par rapport à certains États, mais il faut quand même justifier d'un customer base là-bas, enfin d'un établissement ou d'une présence. Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je vais peut-être rajouter un point. J'étais totalement d'accord avec ce que disait William. Il n'y a pas uniquement l'aspect réglementaire, il y a également toute la chaîne de financement qui est clé. Et quand on parle de passporting européen, on parle de l'objectif, voilà, c'est de créer des acteurs européens, des leaders européens potentiellement, et qu'ils puissent être à terme des leaders internationaux. On a un sujet qui est manquant dans toute notre chaîne de valeur, en tout cas pour l'instant. Ce sont des acteurs capables de financer des leaders régionaux. Donc, notamment dans notre écosystème, en Web3, on a très peu de fonds qui sont capables de faire après l'early stage et être en mesure d'accompagner ces startups qui auraient craqué ce passporting et cet aspect et cette échelle régionale. Et c'est aussi un des chantiers qu'il faut vraiment avoir dans sa ligne de mire pour pouvoir utiliser pleinement cette réglementation régionale et cette harmonisation. Parce que, encore une fois, si d'un point de vue réglementaire, on est tout à fait clean dans l'aspect régional, mais que nous n'avons pas les armes pour financer ces startups, elles ne pourront pas le réussir. Et avec une compétition mondiale, elles ne pourront pas continuer à exister. Non, mais je dirais, on parle beaucoup de startups, mais il ne faut pas oublier les grands comptes. Ouais, et qu'aujourd'hui, on voit que les stablecoins euros vont être lancés par les Américains. Circle, comment avance aujourd'hui. J'ai échangé, là, je me suis rappelé qu'à la conférence au ministère des Finances au mois d'avril, c'était que des acteurs étrangers, quasiment les gros institutionnels étrangers qui étaient sur stage, alors que les asset managers français étaient dans la salle et on parlait anglais. Donc le jour où on parlera français aux États-Unis au ministère des Finances, on aura fait un gros progrès. Donc voilà, je pense tu vas vraiment devenir Premier ministre avec ce genre de discours. Je marque des points. C'était pas mon but, mais voilà, je fais des remarques un peu finalement de bon sens, j'estime. Donc voilà, c'est un jeu également global où on doit s'appeler start-up, c'est très bien. Et moi, bien entendu, je fais ça depuis des années, mais également la frilosité des grands comptes en Europe et notamment en France. Alors voilà, je pense qu'il faut que tout le monde puisse avancer et créer une dynamique. Et qu'est-ce que le passporting va changer structurellement dans les entreprises européennes? William, quand on préparait cette table ronde, tu parlais d'un phénomène de fintechisation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? J'ai dit ça, non? Exactement, je balance. Mais ça ne veut rien dire. Non, c'est qu'en fait, si on reprend un peu l'histoire, les startups crypto, donc la crypto, c'est quand même, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir dans cette pièce, c'est un secteur quand même très spécial, assez complexe et assez qui repose, on va dire, sur des personnes assez particulières. Et en fait, ça a fait que vous prenez la liste des PSAN en France, par exemple sur les 100 PSAN, vous avez beaucoup d'acteurs qui sont très tech, très crypto-natifs, on va dire, et qui sont par contre, qui étaient assez loin des sujets réglementaires et des sujets même financiers un peu traditionnels. MiCA va en fait, MiCA va avoir deux effets. La barrière à l'entrée dans le marché va être plus haute. Pour vous donner des chiffres très concrets, un enregistrement PSAN, vous pouviez vous en tirer bon an mal an. Je vous donne des chiffres, c'est au trébuchet, mais c'était on va dire 30 000 €, quelque chose comme ça, un peu plus, un peu moins en fonction de votre situation. Un agrément MiCA, si vous n'avez pas 150 000, je pense, euros devant vous, minimum, je parle vraiment juste de la procédure, les frais d'accompagnement, les frais de cybersécurité,
plus vous devez faire des embauches, plus vous devez mettre en place des outils, etc. Donc la barrière à l'entrée va être plus élevée. Et en plus, vous allez avoir une concurrence intra-européenne qui va être renforcée. Puisque le passeport européen, ça veut dire que l'acteur allemand va pouvoir vraiment opérer sur le marché français sans démarche réglementaire supplémentaire. C'est ça que ça veut dire. Et l'acteur français, vice-versa, va pouvoir. Donc ça veut dire que le niveau va clairement monter. Et ce que j'appelle la fintechisation, c'est qu'il va falloir que, en termes de capital, les levées doivent s'adapter. C'est-à-dire que vous allez devoir lever plus de fonds pour financer ces contraintes réglementaires, financer un développement qui soit très rapidement européen, alors qu'aujourd'hui, vous pouviez avoir votre petit PSAN en France. Demain, ce sera, je pense, beaucoup plus compliqué. Et encore une fois, le sujet financier est important, il y a aussi le sujet humain. Les compétences humaines et la culture d'entreprise va devoir évoluer aussi. Moins nationale et plus portée sur le réglementaire, portée sur le réglementaire et tout ce qui est développement international. Le point positif que je vois là-dedans, c'est quand même que ça va de facto faire émerger des champions, en tout cas des beaucoup plus grosses structures. Julien? Je suis tout à fait d'accord. Et de facto, voilà, on va devoir avoir ces champions régionaux qui vont... Alors, le lancement d'une activité global from day one, on l'entend souvent, mais là, avec ce passporting et ce MiCA et cette nouvelle perspective réglementaire, ça va être quasiment imposé. Avec la consolidation des PSAN qui a lieu actuellement, on va arriver dans cette situation où le global from day one, enfin plutôt régional en l'occurrence, mais de facto, de toute façon, dans notre industrie, ce sera global, ça va être imposé aux entrepreneurs. Et c'est une chose qui, en tant qu'investisseur, je vois d'un bon oeil, puisque ça permet de rendre les opportunités bien plus attractives. Et c'est exactement ce que nous demandent les fonds américains, asiatiques, que l'on voit, que l'on rencontre. Ils ont envie d'investir en France, ils ont envie d'investir en Europe, mais à chaque fois, ce qu'ils nous disent, c'est OK, est-ce que cette opportunité elle va pouvoir scale rapidement et passer votre maillage réglementaire qui semble clair, mais où ils sont encore dans l'attente de voir si la clarté sera pérenne. Donc tout à fait d'accord avec cet aspect-là de régionalisation un peu et de passage à l'échelle réglementaire qui sera natif dans les prochains mois. Le passage obligatoire de l'enregistrement à l'agrément, donc d'ici quelques mois, risque de faire mal à beaucoup de petites startups françaises. On le sait, voilà, il y a un phénomène de consolidation aujourd'hui. Mais est-ce que le passporting par-dessus, qui va faire arriver encore plus d'acteurs sur le sol français, est-ce que c'est pas le dernier coup de grâce en fait pour les petits PSAN? Juste, en fait, il va y avoir des gagnants et des perdants. C'est-à-dire que oui, il y a des petits PSAN, ce qu'on appelle des petits PSAN, ou des PSAN très nationaux qui vont subir et parfois même se faire sortir du marché parce qu'il y aura... En fait, il faut comprendre aujourd'hui que des PSAN qui font certaines activités très spécifiques ou même de l'activité d'achat-vente de crypto, il y a le PSAN en France, il y a son concurrent qui est au Luxembourg, il y a le concurrent qui est en Belgique, il y a le concurrent qui est en Allemagne. Ça, c'est quelque chose qui, après l'entrée en vigueur du passeport européen, aura vocation à disparaître. Des acteurs français vont probablement devenir européens et certains acteurs français vont être concurrencés fortement, voire remplacés sur leur marché par des acteurs qui seront étrangers. C'est le jeu. Toutes les questions, après, quand les règles du jeu changent, je pense qu'il faut juste essayer d'adapter son jeu, quoi. Et j'ai une dernière question. Après, on passera à vos questions. Mais pour finir, le passporting MiCA, ça simplifie ou ça complexifie l'aspect réglementaire pour les entreprises? Ça le complexifie. Ça le complexifie en ce sens qu'il rajoute une couche, effectivement. Alors, de manière absolue, mais relativement non, puisque comme on le disait en introduction, et c'est vrai que c'est intéressant de conclure là-dessus, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, si le règlement MiCA n'existait pas, vous auriez à dupliquer autant d'applications que de juridictions dans lesquelles vous souhaitez entamer votre activité. Oui, là, ce serait l'enfer. Donc ce serait véritablement l'enfer. Pierre? Il faut voir l'opportunité après. C'est vrai que c'est un coup à deux bandes, en fait. Donc là, on a l'agrément MiCA et on peut continuer dans l'Europe. Mais du tout, voilà, on est trop petit pour l'avoir.
Et du coup, on risque par contre de la devoir arrêter. C'est un risque comme qui remonte. On a quelques petits clients et un risque qu'on a aujourd'hui identifié. Donc le tout, est-ce qu'à la fin, on aura une somme équivalente du marché ou bien qu'il y aura une fragmentation et voilà, des acteurs et une reconstruction qui devra se faire à moyen terme. Merci beaucoup, messieurs. On est pile dans les temps. Je propose, si vous avez des questions, alors je vois absolument rien. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Là, à droite. Bonjour, alors Anne Raoul du cabinet Arao Avocat. J'avais une question pour Pierre sur la préparation de votre société qui donc est en capacité d'analyser la blockchain par rapport aux exigences sur les abus de marché et de savoir comment vous accompagnez vos clients actuels à monter cette marge, qu'ils soient brokers ou plateformes de négociation, puisque le règlement MiCA impose effectivement, à partir du moment où vous obtenez l'agrément, d'être en mesure de surveiller vos transactions dans ce domaine-là. Ah ouais, merci. Alors, c'est quelque chose qu'on ne couvre pas encore aujourd'hui, c'est qu'on travaille, et l'abus de marché. Alors, il y a un abus de marché qu'on va dire qui va être on-chain et off-chain. Donc, on travaille sur comment on peut détecter les abus de marché on-chain, ce qui n'est pas forcément l'exploitation qui va être le plus évidente, plutôt des choses off-chain. On va passer des ordres, donc on va bénéficier d'informations off-chain. Donc aujourd'hui, on ne couvre pas, parce que ce n'est pas encore en application. C'est des sujets qu'on pourra apporter une partie de la réponse, je dirais. Mais nos clients vont devoir s'appuyer sur différentes solutions. Et certaines vont être très semblables, notamment off-chain, à ce qui est fait aujourd'hui au niveau du marché, on va dire, traditionnel. Parce que pour déposer un dossier d'agrément aujourd'hui, il faut pouvoir proposer ça dès maintenant. Donc, dans la ligne de temps, quelle est votre solution proposée? Vous dites que vous vous préparez, mais quand on dépose un dossier, il faut être en mesure d'ores et déjà de présenter. J'en discute avec mes clients déjà. Et voilà, aujourd'hui, on a une solution qui est très customisable. Donc, on a un moteur de règles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on peut en discuter si vous voulez après. Mais voilà, on a un moteur de règles qui évolue. Donc, finalement, nous, c'est des nouvelles règles qu'on va déterminer dans notre système de monitoring automatique. Toute transaction passe à travers des règles. Aujourd'hui, l'origine des fonds, par exemple. Mais après, ces règles évoluent pour être. Est-ce qu'on est sur une opération qui est à risque par rapport à. Notamment, on le fait par rapport au début de réponse autour des NFT, par exemple. Même si NFT, c'est encore un sujet très compliqué au niveau MiCA, mais on a déjà les premières règles qui permettent de savoir si un NFT a été tradé à un prix et tout d'un coup, de manière très subite, il est traité 100 fois le prix pour être vendu après et c'est take the money and run, comme on dit. Donc voilà, donc c'est des choses, mais très, je ne vous vois pas, mais on peut en discuter après. Donc c'est en cours de développement. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, il m'en reste quelques-unes, sinon. Non, moi, j'en avais une, on parlait un peu de dumping réglementaire. Quels pays sont susceptibles d'en faire? Alors, en répondant à ta question, Grégory, j'invite les acteurs, ou en tout cas les participants ici, là, aujourd'hui, à s'informer sur le nombre de, alors on va dire, CASP ou VASP déjà enregistrés en Europe, et de regarder les 3 premiers pays où les registres sont donc les plus abondants en termes d'acteurs. Et vous seriez étonné de voir qu'évidemment, on retourne dans cette question de dumping, ou en tout cas d'accroche par des pays et des fenêtres, on va dire, moins exigeantes aujourd'hui, en tout cas dans un cadre strictement national, bien entendu. Et donc de se poser la question, comment ces juridictions vont à la fois, bien entendu, upscaler le régulateur, enfin l'autorité elle-même, qui, a priori, je dirais, compte tenu du niveau... Il faut savoir que par rapport aux 100 ou 110 enregistrés actuellement PSAN en France, je vais quand même vous donner une idée de ce dont il s'agit en République tchèque. Il s'agit de plus de 1000 enregistrés. Vous avez plus de 1000 acteurs enregistrés en République tchèque. Donc ça veut dire que clairement, là, il y a un stock, il y a à peu près 1500
Alors, personne morale, hein, personne morale enregistrée, parce qu'il y a certaines juridictions en Europe qui demandent à des acteurs particuliers de s'enregistrer quand ils exercent typiquement du conseil ou ce genre de choses, ou des influenceurs. Donc là, il y a véritablement un enjeu de stock, et donc nécessairement qui traduit un certain niveau de dumping, pour reprendre un terme qui ne me plaît pas nécessairement, mais et qui donc va exiger de la part de ces autorités, et donc de la coordination des autorités nationales, à un niveau d'échange d'informations très important. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, ouais, moi j'avais vu aussi la Pologne, mais voilà, encore une fois, là c'est du Google Form. C'est vrai que là, dans la salle, on peut tous avoir un PSAN la semaine prochaine. Hein. C'est pas très compliqué, quoi. Et évidemment, ça va être une boucherie avec Mika. Et la boucherie a déjà commencé, parce qu'il y a quand même eu des abus. Il y avait un pays balte, je crois que c'était l'Estonie, mais je suis pas sûr. Si, c'est l'Estonie. Alors moi, en tant qu'avocat, donc notamment avec les acteurs extra-européens, donc typiquement américains, asiatiques. Eux, ils ont vraiment, quand ils vous consultent, ils ont vraiment une stratégie ils ont vraiment des tableaux Excel avec marqué coûts réglementaires, et ils classent les pays par, voilà, vous êtes en concurrence, entre guillemets, la France en concurrence avec l'Irlande, pas l'Allemagne, mais les Pays-Bas, et à l'époque, beaucoup les pays baltes. Évidemment, on n'est pas compétitif hein, par rapport à ces pays-là. Encore une fois, il n'y a pas que ces critères-là. Et du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui partaient là-bas. Ils ne comprenaient pas trop que en fait, avoir un PSAN en Estonie, ça vous permet de vendre du Bitcoin en Estonie, mais pas ailleurs. Bon, ça, c'est pas grave. Et ce qui s'est passé, ce qui devait arriver à Areva, c'est qu'il y a eu des vagues massives de delisting. Chose qui est impensable en France. Genre, en France, c'est compliqué d'avoir un PSAN, mais dès que vous l'avez, vous pouvez le perdre. Mais l'AMF ne va pas nous envoyer un mail la semaine prochaine en vous disant là, tout le monde descend, terminus, quoi. C'est ce qui s'est passé dans ces pays-là. Et ça a été franchement une catastrophe, moi, pour l'avoir vécu un peu par des clients ou des acteurs avec qui je travaillais. Ils ont vraiment reçu un mail, on leur a dit vous avez 1 mois ou 3 mois pour quitter le territoire. Quoi. Alors qu'ils avaient embauché des gens. Il y a 2 ans, hein, c'est ça? C'était il y a 2 ans et quelques. Quoi. Est-ce que d'autres questions? Oui, madame. J'ai fait tomber quelque chose. Bonjour. Alors, moi, je suis Amy. Je suis analyste quantitative pour un protocole d'options. Merci en tout cas pour toutes vos explications. C'est très très clair, surtout pour quelqu'un qui a passé beaucoup de son temps dans les maths et l'abstraction. Donc moi, la régulation, voilà, n'est pas trop, trop amie, on va dire. Du coup, moi, j'ai 3 questions, si c'est possible. La première, c'est quel type de régulation serait appliquée sur une boîte qui fait purement de la recherche, mais pour des entreprises de crypto, c'est-à-dire que la recherche appliquée purement au marché de crypto. Ça, c'est la première. La deuxième, et qui est aussi une troisième, on va dire, ça serait quoi la régulation qui a plus boosté le progrès dans le monde de la crypto et celle qui l'a plus ralenti? Voilà, merci beaucoup. Merci. Qui veut répondre? Alors, pour le premier point, quand il s'agit de faire de la recherche pour les sociétés de crypto, à ce jour, le règlement MiCA ne considère pas ceci comme étant régulé sous ce règlement. En revanche, par effet de bord, on peut imaginer que selon le niveau de prestation de service que vous fournissez à cet acteur, qui lui-même est régulé, sous-jacent évidemment à la question le fait que vous adressiez ces services à une société crypto qui est elle-même régulée, vous devenez un prestataire de service dit essentiel. Si vous lui fournissez un moyen de fournir lui-même, hein, il faut bien comprendre quelle est la notion d'essentiel ou critique, c'est le service qu'il fournit qui est régulé. Si vous êtes un de ses fournisseurs, une forme d'externalisation de ce service, eh bien vous devenez par conséquent, on va dire, assujetti à un certain nombre de règles via cet acteur-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce service, la recherche en l'occurrence, vous n'êtes pas régulé directement, mais en revanche, ce service va être assujetti à un certain nombre de règles en termes contractuels vis-à-vis de ce prestataire qui lui-même est assujetti. Donc, par exemple, si je développe des modèles de volatilité, voilà, il y a toutes des maths derrière, etc., pour une entreprise, une start-up, on va dire, qui commence à peine. Donc, ils sont un peu dans le market research, ils essaient de créer des prototypes et de faire du backtesting, etc. Donc, il n'est pas forcément très, très bien régulé. Est-ce que ça serait un problème, du coup, de venir fournir ce genre de service?
c'est pas un problème. C'est-à-dire que si, encore une fois, cette activité, ce crypto-acteur, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont on qualifie les services qu'il va fournir, lui, en B2B ou en B2C, eh bien, si dans l'algorithme ou dans on va dire le smart contract que vous lui fournissez, il y a effectivement une formule de calcul dont dépend typiquement le calcul de la valorisation des cryptos ou de sa gestion d'actifs, s'il fait du conseil ou du portfolio management, eh bien là, vous devenez crucial. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous devenez critique. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez assujetti à un certain nombre de clauses contractuelles vis-à-vis de ce fournisseur pour que vous puissiez lui garantir en fait une continuité de service. C'est ça l'idée. C'est qu'il doit y avoir une continuité de service parce qu'il est régulé. Il doit s'assurer à la fois que vous lui donniez cette continuité et que vous-même ayez des plans de redondance en fait, en cas de rupture. Ne travaillez pas pour Telegram ou Wasabi ou Tornado Cash, quoi, sans le savoir. Merci messieurs. Il est temps de laisser la place à la prochaine table ronde. Je propose que vous les applaudissiez tous parce que c'était vraiment passionnant. Et vu que vous adorez la réglementation, la prochaine table ronde est aussi sur ce sujet-là.